Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu qu'au mois de juin, j'ai fait un marathon improvisé. Donc c'est un marathon en off, il n'y avait pas du tout de course officielle ce jour-là. Simplement, on m'a proposé un vendredi, tiens, est-ce que tu viendrais pas courir un marathon avec moi jeudi prochain? Totalement improvisé, ça veut dire pas du tout de préparation. Donc je vais vous faire un retour d'expérience sur comment j'ai géré ma course et surtout dans le but d'éviter le fameux mur du marathon. Je voulais vraiment que ce premier marathon, ça ne se termine pas en calvaire et donc j'ai tout fait pour éviter ce mur du marathon. Alors, je vais vous expliquer dans une première partie les différentes façons dont on peut gérer sa course avec une montre GPS, ça sera un peu du théorique. Et puis la deuxième partie de la vidéo, vous pouvez aller voir dans la description, je vous mettrai les scripts où vous n'avez plus qu'à cliquer pour vous rendre au deuxième chapitre si c'est ce qui vous intéresse. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vous ferai réellement le retour d'expérience et donc je vous expliquerai ce que j'avais prévu et puis on ira sur l'interface du Stryd Power Center pour vous montrer comment ça s'est réellement déroulé. Très rapidement, un petit rappel de bien vous abonner à la chaîne pour être averti de tous les conseils qui seront publiés. La première idée qu'on a quand on parle de gérer une course, c'est l'allure. En fait, je suis allé voir donc, le prédicteur de temps de course de ma Garmin que je portais à ce moment-là et qui m'annonçait un chrono en 4h25 sur le marathon. Bon, 4h25, c'est pas quelque chose qui me satisfaisait, j'étais à peu près persuadé de pouvoir faire mieux. Cet algorithme, en fait, il accumule toutes les données de toutes les séances de sport qu'on peut faire sans faire de test particulier. Et en fonction de ces données, une fois qu'il a calculé le VO2 max, le seuil lactique, etc., bon, c'est pas trop ce qu'il prend en compte, et bien à partir de ces données, il calcule des temps possibles aux 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon. Alors quand on regarde sur internet, on se rend compte qu'il y a des gens pour qui ça tombe pile poil à moins d'une minute de leur record personnel. Et puis il y a des gens pour qui c'est complètement aux fraises et il y a carrément une demi-heure de différence. Donc c'est pas du tout réaliste. Bon, moi dans mon cas, j'y réfléchis et je me suis dit que j'allais plutôt viser 4 minutes. Une allure un peu tranquille. En fait, je voulais vraiment pas que ce marathon se transforme en calvaire et je voulais vraiment éviter le mur du marathon. Alors là, la petite subtilité, c'est que moi je me disais, bon, quand on court à 6 au 1000, ça fait à peu près 10 km/h, donc je me disais ça fait un marathon à peu près 4 heures. En fait, pas du tout. Un marathon, c'est 42 km 195, et ces 2 km 195, ça fait une grosse différence quand on fait le calcul de l'allure. En fait, ça fait une allure de 5,38. Donc 5,38, c'est pas 6 au 1000. 5,38, c'est déjà un peu plus rapide. Alors bien évidemment, le principal problème de gérer une course d'après son allure, c'est que ça ne tient pas du tout compte du terrain. Et donc dès lors que vous avez des petites montées, vous allez ralentir, ou au contraire, si vous voulez absolument tenir les 5,38, eh ben, il va falloir accélérer, vous allez vous mettre dans le rouge, et puis ben, si à chaque montée vous vous mettez dans le rouge, ça va mal se passer sur la fin. Et à côté de ça, si vous n'accélérez pas dans chaque montée, ça veut dire que dans les descentes et sur le plat, il faut aller plus vite. Donc, c'est pas génial comme solution. Mais c'est une solution qui est facile parce que c'est quelque chose qu'on se représente. C'est-à-dire que dès lors qu'on voit qu'on est à plus de 5,38 au kilomètre, on est capable de calculer le retard qu'on est en train de prendre ou au contraire l'avance qu'on prend si jamais on va plus vite que ça. Donc, mine de rien, dans notre tête et les calculs qu'on peut faire, c'est quelque chose qui représente quelque chose sur le terrain et en termes de chrono à l'arrivée. Alors, la deuxième façon qui paraît, je pense, la plus évidente de gérer un marathon, c'est en suivant son cardio. J'ai déjà fait un article sur le blog qui vous explique comment calculer ces zones cardio en fonction des méthodes qui existent et comment ensuite programmer ça dans votre montre. L'allure marathon, de manière assez classique, tous les entraîneurs recommandent une allure à 85% de la FC max. Ça correspond au seuil aérobie 2, là où on commence à vraiment respirer très fortement, et on n'est vraiment pas loin du seuil lactique. Alors après, ce qui est recommandé, c'est de ne pas dépasser 85% de fréquence cardiaque maximale. C'est pas du tout la même chose que de dire de courir à une moyenne de 85% de la FC max. Pourquoi? En fait, c'est une explication physiologique. Dès qu'on dépasse le seuil lactique, ça veut dire qu'on va avoir une accumulation progressive dans le corps de lactate. C'est-à-dire que, en gros,
on a plus de production que d'élimination. Et donc petit à petit, on a une accumulation. Et donc si vous dépassez votre seuil lactique, que vous allez produire ces lactates qui vont s'accumuler, eh bien c'est pas parce que l'heure suivante vous allez courir moins vite que vous allez réussir à les éliminer, parce que l'heure suivante vous allez continuer d'avoir des lactates. Et donc en fait il va vous falloir une nuit en fait pour les éliminer. Donc c'est bien, ce qu'il faut c'est rester en dessous de ce seuil lactique pour que à tout moment il n'y ait pas d'accumulation de lactate. Ça c'est très important à comprendre. Donc être en dessous de 85% de FC max, c'est pas la même chose que de courir à une moyenne de 85% de FC max. Alors maintenant, les problèmes du cardio, est-ce que c'est pas une méthode miracle, parce qu'elle reste dépendante à pas mal de facteurs extérieurs, notamment la chaleur. Là, mon marathon, je l'ai fait mi-juin. Donc pour éviter la chaleur, on a décidé de partir très tôt. On est parti à 6 h du matin, ce qui est des conditions que vous ne trouveriez pas sur un départ d'une course officielle, d'un marathon en ville. Mais donc la chaleur, ça va venir influencer et faire monter la fréquence cardiaque. Et puis après, il y a d'autres facteurs comme la digestion, le stress, etc. Et ensuite, cette fréquence cardiaque, eh bien, avec la fatigue, elle va avoir tendance à dériver. C'est-à-dire que si vous maintenez la même allure pendant plusieurs heures, eh bien, à la 4e heure, votre fréquence cardiaque sera plus élevée que la fréquence cardiaque que vous aviez la première heure. Donc il ne faut pas partir trop au plafond dès le début, parce qu'il faut bien laisser un peu de marge pour cette dérive qui va arriver en cours d'épreuve, et particulièrement sur la fin de l'épreuve. Ensuite, la troisième possibilité, c'est d'utiliser la puissance. Donc moi, j'ai emporté ce jour-là un capteur de puissance Stryd. J'ai déjà fait un article sur les possibilités qu'on avait pour mesurer la puissance et comment calculer les zones, comment s'en servir, etc. Je vous mettrai le lien dans la description pour voir tout ça. La puissance, ça s'affranchit du dénivelé, parce qu'en fait, le capteur va prendre en compte le fait que quand vous montez, vous vous engagez plus de puissance, et donc ça sera parfaitement pris en compte. Et puis la puissance, c'est indépendant de tous les autres facteurs extérieurs, qu'il fasse chaud, que vous soyez fatigué, stressé, etc. Le capteur de puissance, il vous donnera toujours la même donnée de puissance. L'inconvénient de la puissance, c'est qu'en revanche, ce n'est pas une mesure, c'est un calcul par un algorithme, et donc cet algorithme il ne peut absolument pas savoir quel est le terrain sur lequel vous courez. Donc si vous courez sur un terrain sablonneux ou sur du bitume, le capteur ne verra pas de différence, alors que vos jambes, elles vont voir une différence, c'est sûr. Alors, quand on utilise la puissance en course à pied, il y a un peu le même fonctionnement qu'avec le cardio. Il y a des zones de puissance, il y a une puissance critique, qui est la puissance qu'on est capable de tenir à peu près 1 heure. Et à partir de là, il y a des zones qui sont calculées. Et donc on peut calculer une puissance cible pour une course donnée, là en l'occurrence pour un marathon. Et donc c'est cette fois 90% de la puissance critique. Alors je vais vous faire part de la façon dont j'ai géré mon marathon, notamment pour éviter le mur du marathon. Alors pour rappel, c'était mon premier marathon, je n'avais aucune expérience sur cette distance. Avant ça, j'avais jamais couru plus qu'un semi-marathon de toute ma vie. J'avais pas de préparation spécifique, j'ai été prévenu 6 jours avant. Et puis la veille, j'ai même participé à un WOD, c'est-à-dire que la veille, je courais autour d'un stade, je faisais des pompes, des squats, ce qui n'est pas franchement la meilleure préparation possible pour préparer ses jambes la veille d'un marathon. Donc en guise de préparation, j'avais fait mon petit calcul. Je me suis basé sur les recherches qui ont été faites pour la tentative de record Breaking 2, ce qui était la tentative de passer en dessous de 2 heures au marathon par Eliud Kipchoge. J'arrive jamais à le prononcer. Je vous mettrai le lien dans la description. J'avais fait une analyse de ce document. C'est super intéressant, notamment pour ce qui est des seuils, etc. Donc la première donnée que j'avais prise, je l'ai tirée de Garmin Connect, c'était mon seuil lactique, 169 pulsations par minute, et puis une allure de 5,05 au kilomètre. À partir de là, j'avais donc trouvé dans les recherches pour Breaking 2 que les sportifs de haut niveau, ils tiennent leur vitesse critique ils tiennent le temps d'un marathon, 96% de leur vitesse critique. Et en fait, pour des sportifs amateurs, c'était plutôt 85% de leur vitesse critique.
Donc pour moi, 85% de ma vitesse critique, ça me donnait une allure de 5,25 au 1000 pour un marathon en 3,49. Donc à partir de là, je me suis dit que mon objectif du marathon en 4 heures, il était a priori tenable. Donc le jour J, j'ai emmené deux montres. J'ai emmené la Garmin Enduro parce que je la testais à ce moment-là. Et puis j'ai emmené une Forerunner 745 avec une ceinture cardio et un capteur de puissance Stride. Maintenant on va basculer sur le Power Center et on va faire une petite analyse de cette course. Voilà, donc là on se trouve dans le Power Center. Pour l'instant je n'ai affiché ici que le profil d'altitude. Et donc si on suit un peu le cheminement de la première partie de cette vidéo, alors voilà ce que donnait l'allure. Vous voyez que j'ai été relativement constant, donc je voulais tourner autour de 5,38 par kilomètre. Je suis parti vraiment prudemment et donc j'ai des valeurs, alors là elles sont instantanées. Si on voit les moyennes des tours au kilomètre, alors vous voyez là en bas j'étais vraiment 5,37, 5,42. 5,45, 5,33, 5,43, 5,42, 5,41, 5,40. Voilà, j'ai été vraiment constant, en tout cas sur le premier semi. Ici, les trois chutes à zéro, ce sont les ravitaillements. Et puis là, la dernière, c'est un arrêt pour prendre une photo. Donc là, on voit que je suis parti prudemment. J'ai d'habitude plutôt tendance à faire du negative split, à partir rapidement. Là, je ne voulais pas partir rapidement et me taper le mur du marathon. Donc, je suis parti relativement tranquille. Pour ce qui est de la foulée, en termes de cadence, on voit que je suis très constant avec une moyenne de 170 pas par minute. Là, je vous en ai déjà parlé, hein, il y a un optimum biomécanique à 180 pas par minute. Maintenant, moi, je suis grand, donc j'ai toujours été un peu en dessous de ces 180. Là, 170, c'est déjà pas mal pour moi. Et on voit que c'est assez constant sur toute la durée du marathon. L'autre métrique qui est intéressante, c'est l'oscillation verticale. Et là, vous voyez que, avec surprise, en fait, au début, j'ai une foulée qui est assez aérienne, avec une oscillation verticale qui est de plus de 7 cm. Et sur la fin, eh bien, à mon grand étonnement, j'ai une foulée qui est à moins de 7 cm d'oscillation verticale. Donc ça veut dire qu'en fait, je me suis peut-être un peu tassé. Alors, en termes de rebond, on ne voit pas grand chose sur le leg stiffness, mais voilà, on voit que je me suis peut-être un peu tassé sur la fin. Alors est-ce que c'est dû à la fatigue? Est-ce que j'ai optimisé mes dépenses énergétiques ou au contraire, est-ce que c'était moins performant comme ça? Je ne saurais pas trop dire. Maintenant, si on passe à l'étude de la fréquence cardiaque, eh bien là c'est intéressant parce que donc, si je faisais le calcul de 85% de la FC max, qui est l'allure marathon telle que je l'ai décrit dans la première partie de la vidéo, ça me donne une fréquence cardiaque à 164 battements par minute. Et donc on voit que très rapidement je m'en approche, 162, 165, 160, 165, 166, 163. Mais je vous l'ai dit, c'est un plafond qu'il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas chercher à faire une moyenne à 165. J'ai réellement cherché à ne pas dépasser 165. Il ne faut pas chercher à faire une moyenne à 164. J'ai réellement cherché à ne pas dépasser 164 pulsations par minute. Et donc on voit que voilà, je flirte, même donc jusqu'au semi-marathon, je flirte avec 162, 163. Mon objectif, c'était de ne pas dépasser 164. Donc la moindre petite côte, même le moindre faux plat, je ralentissais légèrement. Même parfois, vous savez, ça monte un petit peu pour monter sur un pont, pour passer une route. Et bien dans cette petite côte qui dure quelques dizaines de mètres, je ralentissais un petit peu et je réaccélérais un petit peu dans la descente. Et puis on voit que à partir de voilà, bon, je dirais à partir de là, à partir de 2h46, on voit que là la fréquence cardiaque augmente et je passe à 175 et quasiment 180. Voilà, donc là
Je l'ai senti venir et c'est probablement là que doit se passer en théorie le mur du marathon. Donc là, vous voyez que ma fréquence cardiaque, malgré un deuxième ravitaillement ici qui fait que je me suis légèrement reposé, donc la fréquence cardiaque est retombée à 158, eh bien on voit que rapidement elle remonte et elle dépasse les 170. Je l'ai senti venir. Cela dit, je me sentais bien. Je ne voyais vraiment pas de mur du marathon arriver. Et donc j'ai accepté de dépasser ce seuil lactique, sachant que on était à ce moment-là à quasiment 3 heures de course. J'avais un objectif de 4 heures. Et donc je sais que sur 1 heure de course, on peut tout à fait courir au-dessus du seuil lactique. Et donc j'ai accepté d'encaisser cette charge supplémentaire. Et en revanche, vous allez voir, c'est là que ça devient intéressant. En termes de puissance, eh bien la courbe elle est parfaitement plate. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une dérive de la fréquence cardiaque, comme je vous l'avais expliqué. Mais la puissance, en fait, je suis resté sur une gestion de course parfaitement constante. Donc on voit qu'au début, la fréquence cardiaque, elle est à peu près superposée à la courbe de puissance. Et puis voilà, à partir de ce deuxième ravitaillement, la fréquence cardiaque, elle décolle légèrement. Et donc la puissance est restée à peu près constante. Bon voilà, j'ai baissé un peu dans le dernier quart d'heure. Mais la fréquence cardiaque, elle s'est maintenue supérieure à ce qu'elle était dans la première moitié de la course. Donc là, on voit que j'ai fait la course à une moyenne de 235 watts. En fait, si on fait le calcul de 90% de la puissance critique, elle est calculée automatiquement par Stride. Donc là, si on fait le calcul, Stride m'annonçait une puissance critique à 279 watts. Et donc 90% de cette puissance critique, c'est 251 watts. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai été relativement plutôt conservateur, c'est-à-dire que j'ai couru en dessous de cette limite. Donc à la fin, je termine en 3h56 minutes. Et on voit que d'après la courbe de puissance, j'aurais pu aller chercher un petit peu plus et terminer un petit peu plus vite. Donc voilà, j'espère que ce débrief aura été utile, que vous aurez un petit peu moins de stress dans la préparation de votre prochain marathon. Voilà, il suffit, c'est quelque chose de physiologique. Alors là-dessus, il y a des gens qui ont des résistances à la douleur différentes. Tout le monde ne supporte pas les douleurs, la fatigue de la même manière. Mais vous voyez, ça donne quand même un peu des gabarits. On peut partir un petit peu moins vite, mais ça donne une base de calcul pour savoir si on part à 6 minutes au 1000 ou à 5,38 ou à 5,30. Sur une durée comme la durée d'un marathon, ça va faire des différences à la fin. Et soit vous allez basculer dans un calvaire parce que vous êtes parti un peu vite et vous allez prendre un mur du marathon, que ce soit le mur du 30e, du 35e ou du 33e. Soit eh bien, vous vous connaissez bien, vous avez les bonnes métriques. Et en fait, ça sert à ça d'avoir accumulé tout un historique de données d'entraînement. Ça sert à justement pouvoir construire ce genre de plan qui n'est pas très compliqué. Hein. Vous avez vu, j'ai sorti 2 métriques de mon application. J'ai appliqué 2 pourcentages. Je me connaissais bien, donc j'ai estimé que c'était plausible. Et puis ensuite, j'ai fait ma gestion de course en me tenant au plan tel que je l'avais construit. Dans les commentaires, vous pouvez apporter toutes les réactions que vous voulez. J'y répondrai et puis on essaiera de comprendre pourquoi. S'il y a quelque chose, un point sur lequel je n'ai pas été très clair, je pourrais tout à fait détailler ça dans les commentaires.